À tous ceux qui ne mangent du foie gras qu'à Noël, à ceux qui ne mangent du pain d'épices qu'avec du foie gras à Noël, et à ceux qui ne mangent de la confiture de figues qu'avec du pain d'épices et du foie gras à Noël. Eh ben ça tombe bien, c'est Noël. En ce moment, Intermarché offre 34% de remise immédiate sur les foie gras présents dans le prospectus de cette semaine. Et le premier qui dit Noël Joël, il n'a pas le droit à la promo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. A-t-il été impliqué dans une bataille? A-t-il lutté pour sa vie? Certains éléments semblent indiquer que oui. Ce serait logique si Ötzi avait été tué à distance. Quelqu'un lui aurait décoché une flèche, aurait laissé la flèche et la hache, et se serait enfui. Bonjour, un meurtre commis il y a 5300 ans, 53 siècles. Une enquête qui défie le temps, les glaces et l'oubli. Le meurtre d'un homme baptisé Ötzi. Il aura fallu de longues investigations, toujours en cours, pour que le chasseur solitaire vêtu de peau de bête, retrouvé à plus de 3000 mètres d'altitude entre Autriche et Italie, livre ses secrets. Un cadavre tellement bien conservé dans sa prison de neige et de pierre qu'il va dévoiler le plus surprenant des scénarios. Pas une mort naturelle ou accidentelle, mais un homicide, sans doute même un assassinat. Son meurtrier l'avait suivi pour frapper à 3000 mètres d'altitude. C'est cette histoire incroyable, l'histoire de ce revenant du néolithique que je vous raconte aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons explorer l'une des plus anciennes scènes de crime de l'humanité, tellement bien préservée qu'on pourrait croire que l'assassin venait tout juste de quitter les lieux. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre d'Ötzi, le plus ancien cold case de l'histoire de l'humanité. C'était il y a 5300 ans au sommet des Alpes, une mort jusque-là oubliée depuis des millénaires et qui refait brutalement surface à l'été 1991. Ce jeudi 19 septembre 1991, Helmut et Erika Simon effectuent une randonnée à 3212 mètres d'altitude dans les Alpes de l'Ötztal, sur la ligne de crête qui sert de frontière à l'Autriche et à l'Italie. Les Simon, alpinistes amateurs, connaissent bien ce coin du Tyrol où à une telle altitude, ils trouvent de la neige et de la glace en toute saison. Le couple vit dans la vallée, dans le village autrichien de Bad Hofgeisstein, où Helmut dirige la bibliothèque locale. Alors qu'il chemine dans la passe de Tissenhoch, il distingue une forme inhabituelle dans une petite ravine. Près d'un rocher, émergeant de la glace au reflet bleu, un amas jaunâtre que le randonneur croit être un tas de déchets abandonnés. En s'approchant de plus près, il distingue clairement une forme humaine. Seule la partie supérieure de ce corps est visible, un squelette à la peau parcheminée, une espèce de momie. L'individu a la face contre la glace, on aperçoit clairement ses épaules, son échine et ses côtes couvertes de traces noires, comme des scarifications. Le crâne est lisse, le corps recroquevillé semble vouloir émerger avec force de sa prison de glace. Les Simons font quelques photos, il s'agit très probablement d'un alpiniste, surpris il y a des années dans une avalanche, jamais retrouvé, enfoui dans la glace et réapparu à la faveur du réchauffement climatique. Les randonneurs redescendent côté italien. Ils préviennent le gardien du refuge du col de Tissenhoch, Markus Pirmaper, tout comme le gendarme qui surveille le massif, Anton Koller. Ce dernier se rend sur place, il dresse un procès verbal. Dans les jours qui suivent, une équipe de gendarmes est mobilisée pour extraire le corps de cette mare de glace. Un petit marteau-piqueur électrique est utilisé, ainsi que des bâtons de ski. L'opération est fastidieuse. Aucun des sauveteurs ne sait depuis combien de temps la victime est là. Il s'agit peut-être de l'un des pionniers de l'alpinisme qui défiait la montagne au 19e siècle. La nouvelle se répand dans la vallée et les curieux se rendent sur le site, piétinant sans le savoir de précieux indices. Même le grand alpiniste Reinhold Messner vient se pencher au chevet de la momie. Le temps se gâte, l'opération de secours est interrompue. Il faut attendre le lundi 23 septembre pour que le cadavre soit extrait sans beaucoup de ménagement de son tombeau, pour le faire entrer dans un cercueil en sapin et le redescendre dans la vallée. On lui plie de force les bras. Les experts vont regretter dans quelques semaines ces méthodes expéditives, mais personne
n'imagine alors avoir affaire à une scène de crime qui remonte à l'aube de l'humanité. Dès les premières heures, le gendarme Koller avait été intrigué par un objet qui brillait au soleil à proximité du corps, une hache de cuivre ayant glissé de son fourreau. Les secouristes vont également ramasser sur place des flèches et pointes de flèches. Une espèce de trousse en peau de bête est attachée au corps à l'aide de lacets en cuir. Un carquois est retrouvé à 7 mètres du cadavre. Autant d'indices qui intriguent Konrad Spindler, un archéologue d'Innsbruck. Selon lui, ce corps a sans doute plusieurs milliers d'années. Les premières constatations indiquent qu'il est mort dans le creux de cette ravine, entre 3 et 7 mètres de profondeur. C'était sans doute un chasseur-cueilleur arpentant la région. Il est tombé là, peut-être à cause de sa mauvaise condition physique et d'une longue marche qui l'aurait épuisé. Il a les côtes brisées. Une mort de toute évidence naturelle. La neige et le mouvement d'un glacier voisin ont fini par recouvrir et miraculeusement protéger ce corps. La momie des glaces va être baptisée Ötzi en référence à l'endroit où elle a été découverte, le massif de l'Ötztal, qui se partage entre versants italiens et autrichiens, 2 pays qui vont se partager l'enquête sur cette momie intacte. Le docteur Rainer Henn, médecin légiste, et l'archéologue Konrad Spindler de l'université d'Innsbruck sont les premiers à se pencher sur le cadavre du dénommé Ötzi. Dépouille conservée côté italien à l'hôpital de Bolzano dans un caisson isotherme pour éviter qu'elle ne se désagrège. La hache en cuivre retrouvée intacte, les peaux de chèvre, de mouton et d'ours ayant recouvert le corps, le carquois et ses flèches, tous ces indices indiquent que Ötzi a rendu son dernier souffle il y a 5000 ans. L'autopsie, très détaillée, utilisant des techniques d'avant-garde, permet de déterminer que Ötzi avait environ 46 ans. Il mesurait 1m65 pour 50 kg, il portait une barbe et des cheveux longs bruns et chaussait du 38. Sa peau est recouverte de très nombreux tatouages. L'Institut italien de recherche de Bolzano, qui va hériter du corps, affine les recherches. Le mort du col de Tissenhoor avait les yeux marrons, groupe sanguin O. Il était peut-être d'origine corse ou sarde. L'analyse des os et des tissus montre toutefois qu'il a passé toute sa vie dans la région. De quoi est mort Ötzi ? La question tracasse les spécialistes. Les expertises indiquent que les traces de pollen et de graines découvertes dans ses viscères ne proviennent pas de ces forêts de haute altitude. Au moins 33 heures avant sa mort, un jour de printemps, il s'est restauré dans la vallée de Senales, dans le Haut-Adige italien, à 1500 mètres d'altitude, comme en témoignent les graines de charme houblon, une céréale commune à cette époque et qui abondait dans le coin. Les légistes affirme que l'homme a ensuite repris le chemin de la haute montagne. Il a fait 2 repas sur cette route, le premier dans une forêt de conifères et le tout dernier près du col de Tissenhoor. Les légistes notent que la victime souffrait de problèmes intestinaux récurrents, d'arthrose, elle présentait aussi une faiblesse cardiaque, mais ces maladies ne sont pas la cause de la mort. Le cadavre ne recèle pas de traces de fractures aux jambes ou au bassin qui auraient pu entraîner une chute mortelle. La maladie et l'accident sont exclus, et s'il s'agissait d'un crime ? Les experts découvrent que Ötzi présente une profonde blessure à la main droite entre le pouce et l'index, une entaille causée de toute évidence par une bagarre remontant à 1 ou 2 jours avant sa mort. Un face-à-face violent qui aurait poussé l'homme à s'enfuir, à quitter la vallée prospère de Senales et partir dans la montagne. C'est la thèse développée par le professeur Konrad Spindler. Selon lui, Ötzi était un homme traqué après une rixe au cours de laquelle il aurait pu avoir 2 côtes cassées. Autant de lésions qui ne sont toutefois pas mortelles et ne peuvent pas expliquer le décès. Il n'a pas été empoisonné. Il ne semble pas non plus avoir été victime d'un sacrifice rituel. Son dos est couvert de tatouages qui font penser que Ötzi était peut-être un chaman, un prêtre. Seule certitude, des légistes, le décès est survenu brutalement, 1 demi-heure après le dernier repas, pris non loin de l'endroit où on allait le découvrir 5300 ans plus tard. Ötzi était sans doute un homme poursuivi et traqué. Une blessure jamais détectée jusque-là en dépit de la multitude des expertises va permettre d'expliquer la mort de l'homme des glaces. C'est un crime.
Fin juin 2001, le professeur Paul Gostner, radiologue à l'hôpital de Bolzano, examine pour la énième fois la dépouille d'Ötzi. Il s'agit alors de détailler certains tissus musculaires. Au rayon X, le médecin détecte près du poumon gauche un minuscule objet qui pourrait être une pointe de flèche. Le médecin suit alors la trajectoire possible du projectile et note une lésion à l'épaule. Les analyses qui suivent, effectuées avec un scanner, confirment le point d'entrée de la flèche. Celle-ci a endommagé une artère sous la clavicule gauche et causé une hémorragie fatale, une blessure mortelle, si celle-ci n'est pas aussitôt soignée, indiquent les spécialistes. S'il était en train de courir, comme on le croit, il a sans doute perdu beaucoup de sang, indique le professeur Gostner. Ötzi n'a pas connu de longue agonie. Il est mort une dizaine de minutes après avoir reçu le projectile dans le dos. Une seule flèche a fait mouche. Ötzi a peut-être vu le visage de son tueur lors de son agonie, quand celui-ci l'a approché pour le laisser se vider de son sang. Le tombeau de glace d'Ötzi se change en scène de crime. Tous les détails répertoriés, les indices relevés, prennent alors un relief différent. Les experts notent que le couteau de la victime était taché de sang, tout comme ses pointes de flèche, et qu'il avait prévu de réparer avec du matériel qu'il transportait. Pas le sien, de groupe O, mais le sang de deux autres individus. Du sang, on en retrouve encore sur son manteau de peau de chèvre et de mouton. Celui-ci appartient à une quatrième personne. Peu probable que Ötzi se soit battu dans la montagne après avoir reçu la flèche, il n'en aurait pas eu la force. Toutes ces traces proviennent plus sûrement de la bagarre dans la vallée, cette rixe, où il a été sérieusement blessé à la main. Des mains qui indiquent que le défunt Ötzi n'était pas un travailleur manuel. Elles étaient lisses et peu abîmées. Son manteau cousu de cuir de 5 races animales était précieux, tout comme la hache en cuivre, une arme convoitée réservée à des personnes importantes. Ce serait donc un notable, un chef ou encore un prêtre, tué à 3000 mètres d'altitude. Plus aucun doute sur cette pointe de flèche mortelle qui l'a foudroyé, reste désormais à savoir pourquoi. La police, la vraie, va alors entrer en scène. En cette année 2016, Angelika Fleckinger, directrice du musée d'archéologie de Bolzano, établissement qui abrite la dépouille d'Ötzi, contacte la police judiciaire de Munich, en Allemagne. Celle-ci compte dans ses rangs l'un des meilleurs profileurs mondiaux, le commissaire Alexander Horn, patron de la cellule d'investigation criminelle. Horn a travaillé sur des dizaines de scènes de crime, contribué à l'identification du tueur en série Martin Ney, soupçonné en France du meurtre du petit Jonathan Coulon en Loire-Atlantique. Il est l'expert parfait pour expliquer ce crime qui remonte au néolithique. Le commissaire Horn est réticent, mais il finit par accepter l'enquête. Il a la bonne surprise de disposer de beaucoup d'indices et d'un corps d'une victime en très bon état. Le commissaire Horn visite la scène de crime, compulse le dossier d'autopsie, interroge les professeurs qui sont succédés au chevet de l'homme des glaces. Il est intrigué par la blessure à la main de Ötzi, une blessure défensive en saisissant une lame. Pour le policier, Ötzi est sorti vainqueur de la confrontation. Son adversaire a été tué. Le commissaire Horn ne croit pas à la fuite de l'homme parti se réfugier dans la montagne. Au contraire, c'était un homme qui était sûr de lui. Il relève que dans les 2 jours suivant sa blessure à la main, la marche d'Ötzi a été régulière. Il a pris le temps de se reposer, de s'alimenter. Il ne s'est pas dépêché de réparer sa lance et ses pointes de flèche. Il n'avait alors pour seule arme qu'un petit couteau de pierre. Arrivé au col de Tissenhoor, il a pris tout son temps pour s'installer et préparer son dernier repas. De la viande fumée de chèvres sauvages, des céréales sous forme de pain, des fougères et du bacon. Le commissaire Horn décrit un homme ni inquiet ni pressé. Une demi-heure après avoir fini de manger, il a été touché par une flèche tirée dans son dos à 30 mètres. Le but était uniquement de tuer, conclut le policier. Le tueur n'a ramené aucun trophée, même pas la précieuse hache de bronze. Il avait suivi Ötzi dans son ascension avant de redescendre aussitôt dans la vallée, après avoir assouvi sa terrible vengeance. Le commissaire Alexander Horn n'a pas identifié le tueur de l'homme des glaces. Les siècles écoulés ont effacé évidemment toute trace de l'assassinat. Ötzi n'a pourtant pas encore révélé tous ses secrets. Ötzi,
qui repose sous une double chambre froide au musée d'archéologie de Bolzano, est régulièrement réexaminé par les chercheurs soumis à des appareils toujours plus sophistiqués. Au cours de l'année 2015, une technique d'imagerie dite multispectrale avait permis de révéler la présence de nombreux tatouages invisibles à l'œil nu. Au total, ce ne sont pas moins de 61 tatouages que porte la momie, la plupart des traits parallèles autour des chevilles et des poignets. Le tir de la flèche a été reconstitué sur le stand de tir de la police de Zurich afin de mesurer la vitesse du projectile et la position du tireur, un homme embusqué, tout aussi silencieux qu'adroit et expérimenté pour atteindre sa cible d'un seul coup. Pas de momie sans rumeur de malédiction. Ötzi n'y échappe pas. Tous ceux qui l'ont approché l'auraient payé de leur vie. En premier lieu, son découvreur, l'ancien bibliothécaire Helmut Simon, qui avait pour habitude de déclarer « Dieu m'a aidé à trouver Ötzi, Ötzi m'a aidé à trouver Dieu ». Simon sera retrouvé gelé, comme le fut le chasseur du néolithique après avoir fait une chute en montagne. Le premier légiste à avoir examiné la momie décède, lui, en 1992 dans un accident de voiture. Quant au guide qui avait conduit l'équipe scientifique dans le massif de l'Ötztal, il disparaît, lui, peu après, dans une avalanche, comme si Ötzi, tué d'une flèche dans le dos, cherchait toujours à attirer notre attention. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.